Merci beaucoup. Merci d'être là. Alors, effectivement, je vais vous parler du Programme national de santé publique. Après vous avoir un peu rappelé ce que c'est, pour les personnes qui sont moins familières avec le programme, ce que je veux faire avec vous, c'est situer la contribution du programme dans l'évolution plus large de la santé publique au Québec. Essayer de voir les facteurs qui ont influencé son déploiement de 2003 à 2012, qui était la grande vague de déploiement du premier grand programme, alors que là, on est actuellement en train de travailler à l'élaboration d'un nouveau programme. Et donc, on va voir ou essayer de comprendre les défis qui se posent pour ce futur programme qui va voir le jour. Le Programme national de santé publique, pour rappel, c'est un dispositif qui est prévu par la loi de 2001 de santé publique, qui a été lancé en 2003, qui a été mis à jour en 2008. Et en fait, ce qui est intéressant de savoir ou de se rappeler, c'est le premier programme de portée nationale qui avait pour volonté de structurer l'action de santé publique au Québec, d'harmoniser l'action aux différents paliers pour l'ensemble des acteurs de santé publique. Alors qu'autrefois, ça se faisait de façon moins coordonnée, même si auparavant, il y avait eu les priorités nationales et il y avait eu également la politique de santé et de bien-être qui avait contribué à donner le ton, à essayer de voir un peu plus clairement qu'est-ce qu'on peut faire au niveau national. Donc, c'est quelque chose de nouveau, disons en 2003, qui arrivait dans le décor. Et là, actuellement, et depuis 2014, il y a un processus de révision avec un nouveau programme qui va voir le jour ce printemps. C'est ce qui est prévu. Le programme de 2003-2012, en fait, quelques petits rappels. Ce qui est intéressant de ce programme-là, c'est qu'il consacrait les 4 fonctions essentielles de santé publique telles que définies dans la loi de santé publique, les fonctions de surveillance, promotion, prévention, protection, les fonctions de soutien aussi. Dans la version de 2008, on mettait l'accent sur 2 fonctions de soutien. Et vous voyez tous les domaines d'activité qui sont couverts par le champ d'action de santé publique au Québec qui ont été nommément nommés de façon claire. Alors, ça touche, vous voyez, toute la question sociale du développement, de l'adaptation, de l'intégration, les habitudes de vie, maladies chroniques, les traumatismes non intentionnels, les maladies infectieuses, santé environnementale, santé en milieu de travail, avec des stratégies d'action qui visaient à mieux placer ce qui était à faire et des objectifs, des sites, des objectifs. On parle, je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense que c'est autour de 90 objectifs qui étaient à remplir pour les acteurs de santé publique, ou peut-être un peu plus, un peu moins. Mais vous voyez donc, c'est quelque chose de relativement complexe. Et ce que je veux faire donc ici, c'est vous parler d'une analyse, les résultats. Le contexte de l'analyse, il faut le placer par rapport à la révision qui est en cours. C'est un mandat du ministère de la Santé et des Services sociaux qui a été confié à l'Institut et que j'ai donc réalisé, qui vise à soutenir la réflexion, la décision. Et ce n'est pas donc une analyse qui a été présentée comme étant le résultat final total. Il faut comprendre qu'il y avait d'autres résultats présents, d'autres évaluations qui ont été menées parallèlement et qui visaient à donner un ensemble de perspectives sur le programme. Alors, pour cette analyse-là, on avait 2 angles particuliers. Le premier, c'était donc voir le programme sous l'angle socio-historique et on a essayé de dégager la contribution du programme en fonction de repères chronologiques et d'actions structurantes, premièrement. Et deuxièmement, le même programme, on a essayé de le voir, lui, sous l'angle de l'innovation, c'est-à-dire essayer de voir les facteurs qui ont influencé son déploiement et les enjeux récurrents, les enjeux qui sont restés présents depuis le tout début. Alimenter tout ça par un ensemble d'informations, de sources, outre la recension des écrits, des entrevues individuelles menées auprès d'acteurs clés, donc des gens qui ont été décideurs, des acteurs en fait administratifs ou politiques, ou des gens qui ont été chargés de dossiers dans les processus de mise en œuvre ou même avant de la conception. On a eu aussi des groupes de discussion avec des gens qui ont participé cette fois à des groupes de travail qui ont contribué à élaborer la première mouture ou la mise à jour, le document mis à jour du PNSP. Alors, ce sont ces gens-là. Puis ce qui est assez intéressant dans le contexte actuel, c'est que non seulement c'était fait l'Institut qui n'est pas le ministère, évidemment, mais il y avait aussi cette volonté de porter un regard critique sur le programme. Donc, se dégager un peu, de prendre une distance et de se questionner sur pourquoi on a pris ces décisions-là, pourquoi le programme a été défini de telle façon et avec le temps, bien, comment ça a évolué et est-ce qu'on a obtenu ce qu'on voulait avec ce programme. Et donc, ces acteurs ont permis de porter ce regard critique. Alors, ce qui est à gauche, ce sont des flèches qui vous indiquent, à partir de ce qu'on a essayé de ramasser, ce sont des grands mouvements d'évolution de la santé publique au Québec. Je n'entrerai pas dans le détail ici, mais on pourrait avoir chacun sa lecture des grands moments de l'évolution de la santé publique, mais on sait qu'on part
à tout le moins d'une période autour des années 70 avec l'introduction de la santé communautaire dans le système de santé. Et plus récemment, on a été, et là c'est la dernière flèche bleue, dans une perspective davantage de renforcement de la mission préventive dans la gestion et les pratiques du système. Et on a même eu une ouverture avec notamment le PAG et les travaux sur la politique nationale de prévention, une ouverture vers ce qu'on appelle l'action intersectorielle, c'est-à-dire un mouvement d'évolution, même si on n'est pas encore très loin à ce niveau-là, mais qui vise à favoriser davantage l'action intersectorielle, en sachant que les acteurs de santé publique ne peuvent pas à eux seuls faire tout pour agir sur les déterminants de la santé, et donc l'action d'autres partenaires, d'autres acteurs comme les municipalités, les écoles et autres peuvent jouer un grand rôle, et cette action intersectorielle devient centrale. Et donc, il y a un ensemble de travaux, je dirais, d'actions structurantes qui ont été posées ou qui ont été observées avec le temps. Et on pourra revenir, en fait, pour situer ceci. Mais ce qui est important de voir ici, c'est que le programme, il se situait, et il se situe peut-être encore, en continuité d'une phase de consolidation de la santé publique, d'une part. Ensuite, en plein cœur d'une période de renforcement de la mission préventive dans la gestion et les pratiques du système. Et puis, à l'aube d'une possible période de renforcement des efforts intersectoriels. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est au fond, ça a servi un peu de grille d'analyse pour cette premier angle d'analyse, qui est la perspective socio-historique. Et en fait, en situant ces trois grands mouvements d'évolution, on essaie de voir si le programme a contribué d'une façon ou d'une autre à ces trois moments, c'est-à-dire la consolidation du secteur de la santé publique, le renforcement de la prévention et l'accentuation des efforts intersectoriels. Si on arrive tout de suite au constat, ce qu'on peut constater, ce qu'on peut dire du programme, c'est qu'il a clairement et largement contribué à la consolidation du secteur de la santé publique au Québec. Je vais vous expliquer un peu plus loin pourquoi. Ensuite, on peut dire que le programme n'a pas contribué de manière aussi importante, et certains diraient pas beaucoup, au renforcement de la prévention dans la pratique des acteurs du réseau dans les organisations de soins, notamment donc la prévention clinique n'a pas été boostée, n'a pas été accentuée directement par le programme, on peut le dire dans ces termes-là. Et d'autre part, la contribution du programme à tout l'aspect intersectoriel, elle apparaît relativement limitée. Pourquoi on peut, ou comment on arrive à ce type de constat-là? Si vous voyez, j'espère que vous voyez quand même bien, même s'il y a beaucoup d'informations. On peut parler donc de résultats positifs en ce qui concerne la consolidation de la santé publique, du fait que, premièrement, le programme permettait le déploiement d'une offre de services commune qui s'appuyait sur des preuves d'efficacité et données probantes, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un travail pour essayer d'inclure dans le programme, au départ du moins, que les pratiques jugées efficaces, quoiqu'on a laissé de la place pour des actions pour lesquelles il y avait moins de preuves d'efficacité, mais qu'on sentait bien que c'était prometteur pour agir sur des aspects de santé publique importants. Également, le programme a contribué à clarifier les rôles et responsabilités. Il a contribué à légitimer et protéger un périmètre financier. Donc, ce sont autant d'éléments jugés positivement par les différents participants de l'enquête qu'on a faite ou de l'étude qu'on a menée. Cela étant dit, il y a eu beaucoup de difficultés à faire en sorte que le programme atterrisse sur le terrain. Toute la question de l'adaptation du programme aux réalités régionales et locales est apparue comme problématique, de même que l'expérimentation sur le terrain, c'est-à-dire, au-delà du programme imposé par le provincial, la réalité vécue, l'expérimentation, c'est-à-dire la marge de manœuvre, l'autonomie dans les réseaux pour pouvoir développer des actions indépendamment de ce qui est prescrit. Donc, cette zone-là est restée problématique et est questionnée encore aujourd'hui. Par ailleurs, on passe au deuxième grand mouvement. Le programme, il y a eu une appropriation du programme lui-même qui était significative dans le réseau de la santé publique, donc par les acteurs de santé publique, mais en dehors de ça, c'est-à-dire dans le système de santé, là où sont les infirmières, les médecins, surtout au palier local, il y a eu beaucoup de difficultés pour le programme d'implantation, donc des problèmes de réceptivité et d'adaptation, et je vais y revenir tantôt. La question de la réceptivité au programme qui arrivait, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on s'occupe de ça ou on s'occupe d'autre chose? Alors voilà. Et puis, actuellement, ou dans les dernières années, avec le temps, au niveau local et dans les C3S en particulier,
On a senti une reconnaissance accrue de l'utilité du programme. Les acteurs du réseau de la santé, dans les C3S notamment, les gestionnaires ont senti l'importance et l'utilité du programme pour la reddition de comptes, pour la planification également. Mais il y a toujours eu cette problématique d'arrimage entre le programme et d'autres politiques, d'autres priorités, d'autres dispositifs, notamment la responsabilité populationnelle et ce qu'elle implique comme processus, et puis d'autres dispositifs et leviers de prévention. Je vais revenir sur cette question de difficile arrimage entre le programme et d'autres éléments, comme les ententes de gestion, comme le projet clinique, par exemple. Et ensuite, donc, toujours dans ces observations générales sur les efforts intersectoriels, cette fois, le programme a permis des avancées donc, dans l'action intersectorielle, donc de différents acteurs qui travaillent ensemble pour agir sur les déterminants, a permis des avancées au sein du ministère, c'est-à-dire les différents secteurs du ministère ont commencé à comprendre un peu plus ce que la santé publique faisait et ce qu'ils pouvaient faire pour contribuer à l'action de santé publique. Par contre, le programme a eu une portée limitée auprès des partenaires, peu utilisé comme outil de mobilisation. C'est un programme qui est resté un programme ministériel, qui a été vu comme ça, centré sur l'action de santé publique, et donc il y a eu à ce niveau-là peu de visibilité, puis surtout un problème d'arrimage avec d'autres leviers dispositifs, notamment le programme d'action gouvernementale, je ne sais pas si ça vous dit quoi, sur les saines habitudes de vie, qui a vu le jour un peu plus tard, mais qui est arrivé avec du financement et qui n'avait pas d'arrimage précis avec le programme, même s'il y avait une compatibilité possible quant aux objectifs. Alors, je prends mon souffle. La deuxième partie, celle-ci, va permettre d'aborder l'autre aspect des résultats qui, cette fois, s'inscrivent davantage dans une perspective d'innovation. C'est-à-dire que, non pas que le programme était une innovation, mais plutôt que pour mettre en œuvre ce programme, il fallait réussir à susciter du changement. Et l'innovation, dans ce cas-ci, c'est le processus, non le résultat. La mise en œuvre du programme, c'est la mise en œuvre d'une nouvelle façon de concevoir, d'organiser, de réaliser l'action de santé publique. C'est comme ça qu'on a vu l'innovation ici. C'est une perspective qui a été utilisée pour réfléchir à la mise en œuvre du programme par des équipes ministérielles. Et on s'est servi de cette perspective-là, de l'innovation, pour analyser donc ce déploiement-là, porter un regard plus critique là-dessus. Il faut vous rappeler, même si je l'ai dit au début, que le programme, c'est un dispositif obligatoire, c'est-à-dire imposé par la loi de santé publique de 2001, mais en même temps, les acteurs sur le terrain ont une marge de manœuvre dans leur façon de l'utiliser, au sens où, un peu comme toute technologie, il y en a qui vont endosser totalement, qui vont être des adopteurs rapides, mais d'autres vont plutôt avoir une résistance, peut se servir du programme dans leur quotidien. Et donc, cette marge de manœuvre dans l'appropriation peut poser des problèmes, ou du moins amener à ce que le programme ne réalise pas tout ce qui était souhaité par ceux qui l'ont conçu. Et ce qui est sûr aussi, c'est que pour que le programme réussisse ce qu'il voulait faire, c'est un outil, un dispositif, je l'ai dit, de gouvernance et de planification, pour qu'il réussisse à agir, à faire en sorte que les acteurs de santé publique se donnent et offrent des services comparables d'une région à l'autre. Il fallait que dans toutes les régions et à tous les paliers, au palier local également, les acteurs l'adoptent et l'adaptent, c'est-à-dire en lien avec leurs responsabilités, soient en mesure d'identifier des objectifs et de définir la mise en œuvre réelle sur le terrain. Et cet effort d'adaptation qui est aussi prévu par la loi, parce qu'on avait les plans d'action régionaux et les plans d'action locaux qui devaient être réalisés et qui visaient donc à adapter le programme à ces paliers régionaux locaux, ont été donc des occasions de mise en œuvre, des occasions d'expérimenter, des occasions ou non d'innover sur le terrain. Je vais poursuivre avec le cadre d'analyse sans entrer dans le détail pour vous dire qu'on s'est servi des travaux de Greenhalgh, notamment, et de Calon et Latour et Yamonnier, donc l'école française aussi. Mais ce qui est ici, donc, 4 grandes dimensions pour étudier le programme national. À droite en haut, vous voyez les attributs spécifiques du programme, ce qu'il contient comme contenu, on pourrait dire. Et par ailleurs, il y a les systèmes internes et externes, c'est-à-dire l'environnement du réseau de la santé, ou le système interne, c'est le réseau de la santé publique lui-même. Et les réseaux d'échange, on parle ici des acteurs, leurs relations, les interrelations.
Et à travers ou par rapport à ces 4 dimensions, vous voyez autant de catégories qui sont des facteurs qui, selon les travaux, et on a ici une recension de littérature, une recension des écrits, selon ces travaux-là, on voit que ce sont des facteurs qui, d'ordinaire, ont une influence favorable ou défavorable sur le cours d'un changement, d'une innovation. Et on s'est servi donc de ces catégories-là pour analyser le programme dans la durée des 10 années à peu près, ou la dizaine d'années qu'on a eu comme observation, c'est-à-dire de 2003 à 2012. Et donc, le constat principal, ou on pourrait dire final, c'est que le programme, en se servant de cette grille d'analyse-là, et ce qu'on a pu observer, c'est que le programme n'a pas eu tout l'impact attendu en raison d'un ensemble de facteurs qui ont affecté à la fois, d'une part, la compréhension de son contenu et du but inhérent. Qu'est-ce qu'on fait avec à quoi sert ce programme? Ça n'a pas été perçu par tous les acteurs sur le terrain. Deuxièmement, l'appropriation du programme dans la pratique de tous les jours par les acteurs de santé publique d'abord, mais aussi d'autres acteurs. Et la troisième catégorie où se situent les facteurs d'influence, principalement négatifs, c'est au niveau de l'ancrage et la portée du programme. Son ancrage dans le système de santé, au-delà de la santé publique, et auprès des partenaires externes, par exemple les municipalités, les écoles. Alors, les 3 catégories, là, je n'entrerai pas ici pour vous détailler ce qu'il y en est, mais disons qu'on a un lien avec notre grille d'analyse, et c'est en fonction de ça qu'on a été en mesure donc de les positionner en termes différents que notre grille d'analyse. Ce qu'on a essayé de faire ressortir ici, ce sont donc je vais revenir sur les 3 grandes catégories de facteurs que j'ai mentionnés plus tôt pour essayer de les approfondir, parce que c'est à travers cette compréhension-là qu'on peut porter un regard sur ce qu'on devrait faire pour le futur. Et donc, ici, en intermède, ce sont des citations d'acteurs et qui résument relativement bien plusieurs des enjeux ou des observations qui ont été formulées par les répondants. Je rappelle que parmi les répondants, il y avait des acteurs clés, donc des ministres, anciens ministres ou des directeurs ou anciens directeurs, également des professionnels, des experts du réseau de la santé. Et ce qu'on a constaté, c'est que le programme, donc en main, on a quelque chose d'extrêmement important, mais qui est très rigide par rapport au système dans lequel, le système qu'on veut améliorer. Et aussi, on constate que parmi les lacunes dans le programme initial et même dans sa mise à jour, on a procédé davantage par addition de ce qui se faisait. Donc, la santé publique avait l'habitude de faire des choses, puis on a continué à faire des choses, puis on a ajouté des nouvelles choses parce que les gens disaient « vous avez oublié ceci, vous avez oublié cela ». Donc, cette question d'addition dans le programme qui fait en sorte qu'on a un programme extrêmement dodu, complexe et qui couvre à peu près tout et pour lequel il y a énormément d'objectifs à réaliser. Trop, selon certains. Troisième point, c'est le programme n'a pas permis d'aller au-delà des connaissances existantes et d'ouvrir des portes ou des voies prometteuses parce qu'on s'était mis ce frein-là. Il fallait qu'on ait les preuves sur l'efficacité. Donc, cette idée de se baser, de s'appuyer sur les preuves d'efficacité a fait en sorte qu'on n'a pas été aussi loin que certains le souhaitaient dans l'exploration d'avenues, de façons de faire différentes que ce qui est documenté ou ce que le ministère considère souhaitable. Et puis, cette question importante, la résistance naturelle sur le terrain à plusieurs endroits pour travailler avec la santé publique, surtout quand c'est conçu de façon prescriptive. En fait, le discours ici, où le constat est à l'effet que la santé publique arrive souvent avec ses idées géniales et souhaite les imposer. Les acteurs sur le terrain n'embarquent pas toujours. Il y a une résistance parce que, et là, on pourrait explorer cette question-là sur l'angle de notre façon de présenter ou bien notre façon de ne pas tenir compte des réalités et des missions des autres partenaires, par exemple. Alors, des facteurs favorables, on en a identifié plusieurs. Et ce qu'il faut considérer ici, c'est le fait que dans l'histoire de la santé publique et dans l'évolution, il y a eu plusieurs actions structurantes que j'ai mentionnées un peu plus tôt. Le développement des connaissances, je ne les ai pas nommées, mais il y a toute la question du développement des connaissances, le fait qu'il y a de la formation en santé publique aujourd'hui qui n'existait pas avant, notamment. Le fait qu'on a documenté davantage nos pratiques et qu'on soit capable de regarder ce qui se fait ailleurs et d'apprendre des autres. C'est un aspect important qui fait partie des facteurs favorables, c'est-à-dire que le programme est arrivé dans un contexte où cette connaissance-là était disponible et cette expertise était portée par des acteurs. Également, il y avait toute la question
des leaders d'opinion, d'acteurs pivots présents dans le réseau. Le fait que le programme a été... il y a des décideurs de haut niveau qui ont cru à la pertinence d'un programme national était quelque chose en soi. Le fait qu'ils aient lancé le programme, le lancer au sens de le mettre sur la place publique avant les élections, a fait en sorte qu'après les élections, le programme avait quand même une possibilité de survivre. Et c'est ce qui est arrivé à l'époque. Et donc, c'est un ensemble d'éléments de cet ordre-là qui ont pu jouer favorablement et ainsi de suite. Là, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on va voir apparaître certains de ces éléments-là plus tard, avec le temps qui va rester, lorsqu'on va observer ce qu'il faut faire pour le futur. Mais ce qui est important de voir, peut-être, ce sont les facteurs défavorables, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été le plus problématique. Et vous vous rappelez peut-être des trois grandes catégories d'enjeux ou problématiques qui ont été observées, qui ont fait en sorte que le programme n'a pas été aussi loin qu'on l'aurait souhaité ou que certains l'auraient souhaité. Le premier, c'était la compréhension du contenu ou du but, qu'est-ce qu'on veut faire avec le programme. Et par rapport à ça, donc, les problématiques observées sont multiples, mais il y a toute la question des rôles et responsabilités des acteurs de santé publique. Autant on a dit que le programme a contribué à clarifier les rôles et responsabilités, autant pour certains aspects des rôles et responsabilités, notamment les rôles et responsabilités des acteurs de santé publique dans les activités transversales, là où il faut partager la responsabilité avec d'autres acteurs. Il y a tout cet élément-là d'explicitation qui n'était pas présent et qui n'a pas permis aux acteurs de comprendre ce qu'ils avaient à faire pour réaliser le programme, c'est-à-dire pour opérationnaliser le programme. Il y a le fait qu'on avait beaucoup de cibles et objectifs sans priorisation, et puis on avait des objectifs, mais l'opérationnalisation n'était pas évidente. C'est-à-dire, pour atteindre tel objectif, les acteurs qui voient le programme ne voyaient pas de quelle façon s'y prendre pour y arriver, pour atteindre l'objectif. L'appropriation dans la pratique de tous les jours, c'est l'autre volet, c'est-à-dire que le programme, pour parvenir à ses fins, doit être approprié, c'est-à-dire que les acteurs doivent l'utiliser sur le terrain. Et dans cette perspective-là, il y a eu plusieurs problématiques observées. La façon dont le ministère et peut-être les autorités en général ont de gérer le changement, de planifier le changement, a été une problématique ou a été en cause, a été vu comme un facteur qui a limité l'appropriation. Une gestion de changement peut-être mal planifiée, puis une vision surtout d'un programme imposé dans une logique administrative, et alors que pour qu'il puisse réellement opérer et se réaliser, il demande l'engagement des acteurs sur le terrain, une dynamique de collaboration, des dynamiques de collaboration et de soutien sur le terrain, etc. Donc, on doit sortir de la logique actuelle de déploiement. Toutes les capacités d'adaptation sous forme de part et de pale n'étaient pas nécessairement présentes, c'est-à-dire l'expertise dans les régions ou surtout au palier local pour opérationnaliser ça, c'était pas présent ou pas assez, ou de façon surtout inégale selon les régions, puisque certaines régions ont des capacités supérieures, d'autres moins, ou avaient une expérience plus grande, d'autres moins. Et puis, troisième grande catégorie, c'est l'ancrage et la portée du programme à l'intérieur et au-delà du système. J'ai parlé du fait que la direction politique avait été intéressante à un certain moment, mais il y a eu les élections, puis ensuite, même si le programme a continué d'exister, il n'y a pas eu le leadership, il n'y a pas eu d'autorités qui ont pris le flambeau pour défendre, pour communiquer l'intérêt de travailler sur le programme. Et ça, c'est l'histoire passée. Puis, est-ce que ce sera l'histoire future? C'est un peu vers là que je vais arriver tantôt, parce que ce qu'on observe pour le futur pourrait se reproduire ce qu'on observe pour le passé pourrait se reproduire dans le futur, parce que le contexte, à certains égards, est similaire. Je ne sais pas si vous me suivez, mais là, je suis toujours au troisième point. Et donc, le partage de la vision et des objectifs et la mobilisation des acteurs autres, c'était un enjeu important pour faire en sorte que le programme, au-delà des acteurs de santé publique qui l'ont relativement bien utilisé et compris, mais pour que d'autres acteurs puissent aussi comprendre ce que fait la santé publique et comprendre leur rôle par rapport à ceci. Particulièrement au palier local, les facteurs ont été importants et disons, il y a eu beaucoup de contraintes au palier local, contraintes à l'appropriation du programme. Sans entrer dans le détail, je vous dirais qu'on peut regrouper encore une fois autour des attributs du programme en disant que la façon dont le programme a été conçu en soi, dans sa structuration, posait des problèmes à sa compréhension. Par contre, il y a d'autres aspects qui sont au-delà du programme lui-même, c'est la dynamique du réseau, les acteurs et leurs relations en particulier.
Le fait que, notamment, la collaboration entre le palier régional et local ne soit pas optimale dans bien des régions a été un problème à l'appropriation du programme, dans la mesure où le programme a été peut-être bien compris au palier régional, mais les acteurs du palier local, compte tenu des relations de soutien inexistantes notamment, n'ont pas pu bénéficier donc de l'expertise du régional pour développer et mettre en œuvre le programme au palier local. Puis, il y avait la problématique de porteurs et de champions dans les organisations locales qui étaient en cause. Et aussi, toujours au palier local, ce sont d'autres aspects importants à considérer qui ont été une problématique dans le passé et qui le sont encore aujourd'hui probablement. Et sans entrer dans le maintenant, je veux juste rester sur le passé en disant que par le passé, les acteurs dans les C3S en particulier, parce que c'est l'entité qui a été amenée à partir de 2004-2005, c'est le C3S qui a été amené à déployer, mettre en œuvre le programme national. Et les C3S ont été dans un contexte de transformation, premièrement avec les fusions qu'elles subissaient, les CLSC qui rentraient dans les C3S à cette époque-là. Ça a affecté la réceptivité des acteurs, mais aussi ça faisait en sorte qu'il y avait énormément de priorités, beaucoup d'exigences et donc peu de présence ou d'attention par rapport au programme à l'époque. Puis aussi, je l'ai dit en introduction ou plus tôt, l'idée que le programme est arrivé, mais il y avait aussi le projet clinique, la responsabilité populationnelle qui était parallèlement gérée, c'est-à-dire gérée de façon indépendante, alors que la responsabilité populationnelle, qui s'intéresse aux déterminants de santé, était une occasion de réfléchir à des volets importants du programme national, mais dans la partie du PAL, du programme qui est le PAL, qui est l'adaptation locale, il n'y a pas eu de gestion nécessairement intégrée de ça ou de compréhension intégrée de ce qu'un et l'autre devaient faire en convergence. L'aspect clinique par rapport à l'aspect préventif de la santé publique. Et puis, ce qui a joué aussi donc, au palier local, c'est un ensemble d'autres facteurs, notamment la question des ententes de gestion qui indiquent aux acteurs quoi faire et sur quoi sur quoi porter attention, et alors que le programme national, lui, qui vise à valoriser la santé publique, dit de faire des choses qui ne sont pas nécessairement inscrites dans les ententes de gestion, de sorte qu'on a moins d'incitatifs pour agir sur les aspects de santé publique. Voilà. Et d'autres éléments. Je dois maintenant faire un petit saut pour arriver aux défis. En fait, vous voyez les défis pour le futur. Parce qu'au fond, cette lecture faite et présentée ici avait l'objectif d'aider la décision, d'aider la réflexion sur le futur programme. Et les répondants, donc, ont été assez généreux à la fois de commentaires sur le passé, mais aussi de qu'est-ce qu'on devrait faire pour le futur. Parmi tout ce qui a été dit, on a porté attention à ce qui était convergent, un peu comme pour l'ensemble de la documentation ou des données qu'on a, c'est-à-dire les propos isolés, on ne les a pas trop intégrés. On a travaillé sur là où il y avait, dans une perspective de triangulation, là où il y avait convergence de points de vue sur des aspects importants. Et là, ce qu'on entendait souvent, c'était qu'il faut reconfigurer le programme, il faut le définir dans son contenu autrement, parce qu'il faut le rendre plus compréhensible et le rendre plus opérationnel, non pas pour nous au ministère ou pour nous, acteurs de santé publique, mais pour des gens qui sont sur le terrain et qui doivent aussi le comprendre pour pouvoir mettre en œuvre ce qui est prévu, ce qui est attendu à l'intérieur. Et donc, ce sont ici des enjeux de clarification, prioriser les choses, pas chercher à tout faire si on ne peut pas le faire, d'opérationnaliser les choses, de valider aussi, de donner de la cohérence, puis de s'assurer d'un fondement solide quant à ce qu'on propose de faire. Deuxième point, c'est créer des conditions pour mieux soutenir l'appropriation du programme dans la pratique. Et ça veut dire de travailler sur les processus en amont, en aval plutôt, en amont. En fait, c'est la dissémination du programme, travailler à faire en sorte que le programme soit connu et compris, mais toutes les capacités organisationnelles et professionnelles sont questionnées ou doivent être en place pour que sur le terrain, les gens se l'approprient. La question du soutien, de la collaboration est nécessaire.
sais pas si vous êtes familier avec le réseau de la santé. Certains le sont certainement beaucoup mieux que moi, mais il faut savoir que dans les organisations de soins, il y a une personne qui travaille, disons, qui est dédiée une journée sur 5 à la santé publique. Le restant va travailler sur autre chose, supposons, ou elle va travailler sur les saines habitudes de vie 1,5 jours par semaine. Mais c'est elle qui doit faire ce travail-là d'intégration et d'opérationnalisation du programme, parfois, dans la réalité sur le terrain. Donc, cette question de capacité se pose notamment en termes de nombre de personnes, mais d'expertise et de présence en continu, mais aussi de gestion, de coordination d'équipe et tout ça. Donc, c'est assez complexe. Et c'est donc, ça nous renvoie à toute la question de la gestion du changement et de l'implantation des grandes politiques et des grands programmes de cet ordre-là, qui doivent s'enraciner sur le terrain. Et puis, troisième point, c'est chercher à accroître l'ancrage et la portée du programme. Et là, il faut travailler sur la légitimation, légitimer la santé publique d'abord, légitimer le programme lui-même. Et là, on est dans un contexte où la santé publique n'a pas beaucoup de visibilité par rapport à d'autres éléments, donc se pose encore cette question-là. Et le leadership, au sens de leadership partagé par plusieurs acteurs, on a eu une période avec des directeurs de santé publique qui parlaient fort, avec des autorités ministérielles qui parlaient fort au nom de la santé publique. Il y en a encore, bien sûr, mais le contexte actuel fait en sorte que la question du leadership et de la légitimation se pose beaucoup, comme avant, et on ne sait pas où ça va aller encore. La question de la mobilisation qui en découle, et puis les incitatifs et la cohérence de l'instrumentation aussi. Incitatif au sens de le programme, s'il arrive dans le décor avec aucun alignement, aucun incitatif pour à la fois le faire connaître, le faire comprendre, faire en sorte qu'on soutienne les acteurs pour le mettre en œuvre. Si les ententes de gestion nous disent de faire ceci alors que le programme nous dit de faire cela, c'est cette question d'incitatif et de cohérence qui est en cause. Voilà, on est encore à ce niveau-là, mais il y a du travail. Là, mon propos est assez général et critique, mais au fond, on sait qu'il y a eu un effort de rapprochement en ce sens-là, un peu aussi qu'il y a eu une réflexion sur la mise en œuvre qui devrait permettre d'arriver un peu mieux aux objectifs attendus d'appropriation. Mais le grand défi, au fond, le programme, pour atteindre ses objectifs, va falloir qu'il atterrisse sur le terrain. C'est l'appropriation. Je reviens à cette question-là. Non seulement parce que le programme, il est important, puis il faut absolument qu'il voit le jour, ou qu'il faut absolument assurer la pérennité du programme, parce qu'on pourrait dire le programme, c'est pas ça l'important, c'est juste un document. Mais la question, c'est à travers le programme, il y a les objectifs de renforcement de la prévention clinique, de l'action intersectorielle ou de la place de santé publique dans l'ensemble du système par rapport à tout le volet clinique. Alors, si on travaille autour du programme et on pense que le programme peut servir à ça, cette question de l'appropriation, elle est cruciale. Et les défis d'hier nous renseignent sur les défis d'aujourd'hui. Alors, en conclusion, j'arriverai vers ça, c'est-à-dire qu'il faut travailler à mobiliser les acteurs dans un contexte où ils peuvent craindre les implications du programme sur leur pratique. Je vais continuer avec les autres éléments, puis on pourra revenir là-dessus. Le grand défi aujourd'hui, c'est de lire l'environnement dans lequel on se situe, saisir les conditions de mise en œuvre du programme. On est en pleine transformation. Et avoir l'attention donc des acteurs malgré tout ce changement-là. Le programme va voir le jour dans le contexte qu'on connaît bien maintenant, un contexte peu propice à la réflexion centrée sur la santé publique et autour d'un programme de cet ordre-là. Un autre défi d'hier et d'aujourd'hui, c'est le fait de disséminer le programme et déployer sa stratégie de mise en œuvre dans la durée. On pourrait demain matin lancer une belle campagne de communication, parler fort, tout ça, mais dans une semaine arrêter et penser que le travail est fait, que les gens vont s'approprier le programme, alors qu'il y a un travail de durée nécessaire ici, notamment pour développer et mobiliser des capacités dans le réseau. Et puis, pour faire en sorte qu'on ait la collaboration et le soutien entre les paliers et entre les organisations, incluant la santé publique et les autres secteurs. Un des problèmes constatés, c'est notamment le milieu communautaire, qui est un acteur de santé publique à certains égards et qui peut jouer un rôle important pour la mise en œuvre du programme. Sans soutien, par contre, le milieu communautaire et sans compréhension des objectifs ne peut rien faire, ne peut pas nécessairement s'inscrire dans cette logique du programme. Peut-être que c'est mieux pour lui, diront certains, mais peut-être que le milieu communautaire pourrait contribuer, en respect de sa mission, aux objectifs s'il le comprenait mieux, ce programme. Et il va rester donc cette question de visibilité du programme par rapport à d'autres priorités et son alignement par rapport aux ententes de gestion et aux autres dispositifs. Ce n'est pas donné, ce n'est pas clair, ce n'est pas certain.
Et puis, favoriser les efforts intersectoriels en prévention, la mobilisation des partenaires. C'est pas évident, en l'absence d'une politique qui a une force plus large sur les autres secteurs d'activité. Et donc, la politique nationale de prévention sur laquelle on a travaillé dans le passé, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une volonté de retravailler la politique, faire en sorte que cette politique voit vraiment le jour, cette politique de prévention. Reste à voir quelle sera sa substance et son ancrage, mais ça pourrait être une façon de cadrer un peu plus les attentes ou les conditions de l'action intersectorielle, de façon à ce que le programme puisse mieux se situer par rapport à cet encadrement plus large, qui serait une politique nationale de prévention. Voilà, des réflexions, il y en a plusieurs. Je vais laisser ça ici, ou je vais le sauter, tiens. Puis on reviendra aux questions. Il y a un document, un rapport d'analyse qui a été publié et qui est disponible à l'Institut national de santé publique. Et maintenant, c'est à Lucie de prendre les paroles.